Bien, chers amis, bonsoir. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de M. Granger-Cabane, le président du conseil d'administration de l'école alsacienne, qui a un imprévu et qui le tient loin de nous. Il le regrette beaucoup, nous aussi. Bref, nous allons essayer de dépasser ce moment de déception. Alors, nous voulons aujourd'hui vous donner un certain nombre d'indications sur ce que nous avons fait de votre générosité, qu'est-ce que vos dons ont permis, et les projets que nous avons mis en œuvre grâce à votre générosité tournent autour de trois idées assez simples. L'école, c'est d'abord un lieu d'instruction, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le potager pédagogique qui permet aux élèves du petit et surtout du grand collège de voir des éléments qu'autrement ils ne verraient que par le hasard des vacances, de voir comment fonctionne un potager, mais c'est aussi une manière de les instruire dans la logique du développement durable, puisque ce potager est totalement autonome. C'est aussi dans cet esprit que nous avons créé la Villa alsacienne, la résidence d'artistes. Donc là, nous sommes en phase de sélection des candidats. Les candidatures ont été lancées. Nous avons retenu 4 artistes qui auront à présenter leur projet devant le jury définitif, pour que nos élèves aient la possibilité de travailler avec un créateur, pour qu'ils participent à leur niveau et à leur capacité dans un projet de création artistique, parce qu'il nous semble que c'est une dimension tout à fait indispensable de leur instruction. L'école, c'est évidemment aussi un lieu d'éducation. C'est le lieu où on apprend la diversité, où le fait que vivre avec d'autres est une part essentielle de notre vie, et que vivre qu'avec des personnes semblables à nous, c'est un peu pauvre. Et que grâce au programme des bourses Charcot, grâce au programme d'inclusion, eh bien, les élèves vivent dans une diversité plus grande, ce qui est très important pour tous les élèves de l'école. C'est important évidemment pour les élèves qui ont besoin de dispositifs particuliers parce qu'ils sont en situation de handicap, mais c'est utile pour tous les élèves, et l'ouverture sociale, elle est importante pour les élèves qui, grâce à ce programme, grâce à votre générosité, peuvent suivre leur scolarité à l'école, mais c'est absolument indispensable pour tous les élèves d'être riches de cette diversité. Et c'est aussi un lieu où l'éducation consiste à préparer les élèves à vivre dans un monde que personne ne connaît, mais où on sait que la créativité, la coopération, la confiance seront les valeurs essentielles pour pouvoir vivre dans ce monde. Enfin, la troisième idée, c'est une idée qui vient des origines de l'école. L'école a été fondée pour permettre de réfléchir, de mettre en œuvre des éléments qui seront utiles à l'ensemble du système éducatif. C'était un projet démesuré à l'époque, ça reste extrêmement ambitieux aujourd'hui, mais il est clair que quand nous réfléchissons aux conditions de l'insertion des élèves en situation de handicap, nous œuvrons bien sûr pour l'école, mais nous montrons aussi les conditions pour que cette insertion puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Et l'école est ouverte, enfin, rien de ce que nous faisons n'est réservé qu'à l'école. Et de la même façon, le programme Charcot a pour ambition, derrière cette idée, c'est qu'un jour peut-être, tous les collèges de France pourront nouer des partenariats avec des lycées professionnels, avec des lycées technologiques,
avec des lycées de centre-ville ou avec des lycées où il y a des classes préparatoires, pour qu'on retrouve la dynamique qui existait autrefois et qui permettait à des enfants d'ouvriers, des enfants de paysans d'intégrer l'école polytechnique, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre à notre échelle de petits laboratoires, un prototype, et montrer que ça marche, et montrer que tout ce que nous entreprenons n'est pas à destination unique de l'école, mais que nous avons cette volonté de servir l'école de la République et d'être pleinement dans la lignée de la dynamique que nos fondateurs ont voulu. Donc, nous allons ce soir vous rendre compte de tout ce qui a été fait. Je vous en ai donné juste un tout petit aperçu, mais je voudrais donner maintenant la parole à Pablo pour qu'il nous dise 2 mots sur son engagement auprès de l'école et la création des bancs. Merci. Et il peut dire absolument ce qu'il veut. Merci Pierre, merci tous. Oui, voilà. Cette idée est démarrée un peu comme un jeu à un moment donné, mais un jeu très sérieux, mais qui reste un jeu. Et en fait, c'est qu'on donne aux enfants, c'est la possibilité de jouer aussi. Vous vous souvenez, ici, il y a des pelouses interdites, pas qu'à l'école, hein. Et il y a des endroits où on ne peut pas aller. Et là, ce sont des bancs où les enfants peuvent s'approprier, jouer avec, etc. Alors, c'était né un peu d'une idée comme ça avec Pierre de faire quelque chose. Mais pour moi, l'école alsacienne a été un espèce de vecteur, de direction que j'ai toujours pensé que dans ma vie allait circuler dans cette direction-là. Qu'à un moment donné, ma vie et l'école allaient se trouver. Je ne suis pas né en France, je suis né en Argentine, mais de voyages comme ça, en vacances, m'ont fait rencontrer des enfants qui venaient à l'école, dont j'étais ami des parents aussi. Et à chaque fois, je trouvais que dans ces familles-là, et la plupart de ces enfants-là, il y avait quelque chose qui s'est passé d'un ordre qui m'était familier avec l'éducation que j'ai reçue en Argentine, qui n'était pas dans des écoles privées, mais qui était à l'époque, maintenant c'est un désastre, une éducation très ouverte, très ouverte vers le monde. Et je n'avais pas décidé de venir vivre en France, et que j'avais pris deux idées, 2 décisions comme ça, à futur si jamais la vie se présentait de cette manière-là. La première, c'était complètement par hasard, dans un voyage comme ça, j'avais 15 ans, je suis invité à une fête par des amis dans une banlieue proche de Paris qui s'appelle Malakoff. Et je parcours cette banlieue pour arriver à la fête, et il n'y avait pas le métro encore qui arrivait. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un endroit où c'est sympa pour avoir un atelier de sculpteur. Moi, je savais déjà que j'étais sculpteur. Je démarrais cette activité, j'avais 13 ans. Et l'autre chose que je m'étais dit, si jamais je suis un jour en France et que j'ai de la famille ici, ça serait très bien si je arrivais à envoyer mes enfants à l'école alsacienne. Donc, à mes 15 ans, j'ai eu ces 2 idées qui paraissent une blague. En fait, j'ai l'habitude de bien habiter mes blagues et de les prendre très au sérieux. Et après, la vie a fait que mes 2 enfants ont fait les scolarités complètes dans cette école. Et cette école est devenue une partie de notre famille. Nous, on n'a pas d'autre famille en France que notre petit noyau et l'école. Et donc ça s'est vérifié pendant tout le long de l'éducation des enfants. Ensuite, il y a eu ce projet de faire quelque chose. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour l'école. Et ça me gênait un peu de faire quelque chose pendant que les enfants étaient scolarisés. Je ne voulais pas qu'il puisse y avoir une distinction. Ah oui, toi, tu es le fils de celui qui a fait telle chose, etc.
Donc plus s'il grandissait, plus cette barrière partait. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à imaginer cette intervention. Donc Pierre, un jour, je pense, je ne sais pas si je te cite bien, mais oui, on fait un banc, etc. Et moi, je suis arrivé à la cour. On a même travaillé ensemble le dessin de la cour. Et j'imaginais à peu près ce que vous voyez là. Mais lui, il était plutôt parti, Pablo fait un banc, 1 mètre, 2 mètres. Et moi là, je dis, je peux m'arrêter où il me dit, oh, tu fais ce que tu veux. Mais oui, peut-être il savait ou peut-être il ne savait pas ce qu'il me disait. Parce qu'en général, quand on me dit fais ce que je fais ce que je veux. Et quand on pense que je ne fais pas ce que je veux, on se trompe. Parce que je finis toujours par faire ce que j'ai envie de faire. Parce que ça, c'est la particularité d'un artiste, de s'engager auprès des autres, mais à travers une position éthique très profonde. Et bon, voilà, donc je commençais à prendre le mètre. Pierre m'a dit, bah, dis donc, hein, tu prolonges. Bon, on avait un pacte, on avait trouvé un petit budget pour payer les coûts de production. Mes honoraires étaient donnés, mon activité était donnée, évidemment. Mais bon, moi, je savais que j'avais un budget, et avec ce budget, j'ai tiré la corde ou les poutres pour faire davantage. Et finalement, est arrivé ce que vous connaissez de la première partie de... Mais moi, il m'était resté quand même de travers que je voulais aller vers l'extérieur ou aller vers l'autre cour, faire un lien entre les petits qui peuvent venir de l'autre côté et les un peu plus grands, ou les professeurs qui prennent tout le temps par là. Donc vraiment gérer une ligne plus ambitieuse. Et c'est ce qu'on vient d'inaugurer. Alors, je rencontre encore des enfants qui viennent à l'école. Parfois, on connaît quelqu'un, et cette personne me dit « Ah, j'ai un enfant à l'école ». Et des fois, je rencontre l'enfant aussi, et je pose la question tout de suite « Ah, mais tu connais les bons, etc. »« Ah ouais, c'est chouette, machin. » Et ben, c'est moi qui l'ai fait. « Ah, c'est génial. » Donc, je sais que c'est redéroulé, métallique, fait une empreinte dans cette école. Alors, je vais vous donner un exemple qui est l'exact contraire de cette histoire joyeuse que je suis en train de vous raconter. J'ai gagné, il y a 30 ans, ce qu'on appelle en France un 1% pour faire une œuvre pour une école, un lycée. Et là, c'est un lycée technique qui se trouve vraiment à côté de la maison, aussi en banlieue parisienne. Et où j'ai fait, c'était pour des élèves de 13 à 17 ans. Et je trouvais que c'est un âge où on s'oriente dans la vie. Donc j'ai fait une grande table d'orientation avec tous les points, toutes les distances aux villes qu'on peut imaginer dans le monde. Donc c'est un espèce de... On est là et à 2000 km se trouve Stockholm, ou 1700 Rome, 10 000 Miami, etc. Voilà. Et récemment, il y a un petit budget de Hauts-de-Seine pour la restauration du patrimoine. Et ma sculpture est tombée dans cette grille où il faut faire attention, voir si elle marche bien, s'il y a un problème, etc. Donc je reçois un coup de fil de quelqu'un de Hauts-de-Seine qui était passé par un fondeur, avait trouvé mon téléphone, bon, bref, dit voilà, est-ce que vous pourrez aller voir, parce qu'on a un petit budget peut-être pour réparer s'il y a des dommages, etc. Donc on appelle l'école, on appelle la direction de l'école, on dit voilà, on a un budget pour restaurer la sculpture qui se trouve dans votre école, et la direction dit quelle sculpture? Oui, il y a une sculpture faite il y a 30 ans par un tel, machin, là. On n'a pas vu des sculptures. Moi j'ai fait Google, et je vois la photo de la sculpture sur Google, donc je dis si, il y est. Donc bon. Il y avait un petit mécanisme, il y a un petit moteur qui faisait tourner une tête de voile comme ça, qui donnait les points cardinaux, faite avec intelligence, c'est-à-dire que si on ne pouvait pas séquencer les doigts,
Il n'y avait pas moyen d'être électrocuté, enfin c'était intelligent, quoi. Et il y avait un bouton pour la faire tourner à la loge. Donc finalement, on obtient le rendez-vous, on arrive, on nous reçoit, et la sculpture c'est où? Je dis, ben, c'est ce qu'il y a juste devant l'entrée, donc elle était très visible. Ah oui, d'accord. Je dis, ben, ça tourne, il y a un mécanisme, il y a un bouton dans la loge. Je dis, ah bon, on ne sait pas. Donc on va dans la loge, il n'y avait plus de bouton. Ils avaient changé le tableau et il n'y avait plus rien. Et plus ça allait, plus c'était déprimant. Bon, on monte, on regarde si tout marchait, tous les mécanismes étaient parfaits. La sculpture n'avait pas pris une ride, c'est 30 ans. Le budget pour la restaurer, je dis sincèrement, c'est pas la peine de l'utiliser, on nettoie et puis c'est tout. Voilà. Et le moral de l'histoire, une œuvre dans une école, la mémoire complètement perdue, un geste, un effort collectif qui va céder à 1%, donc c'est une partie d'un budget d'État qui est destiné à faire une œuvre, etc. Mais ça fait cloche, quoi, ça n'a vraiment pas marché. Enfin, l'œuvre est là, elle est inventoriée, enfin elle est répertoriée. Contre ça, moi, j'ai l'exemple de cette école et de l'aventure de cette sculpture, que je pense qu'elle ne sera pas oubliée de sitôt. Je vois qu'elle interagit avec les élèves. L'interaction que j'avais proposée dans la première école, qui était s'orienter dans le monde, dans la vie, ça n'a retenu personne. Et en plus, les directions ont changé et il n'y avait pas de mémoire de ça. Et ici, on se trouve dans, vous voyez, vous êtes là, vous êtes mécène de l'école, on contribue tous. Vous restez tard pour élever les enfants, enfin, on fait cette activité. Et moi, ici, je pense que non, que la graine est féconde, parce qu'on se préoccupe de ces graines-là. Donc, nous, on met des graines, et toute la vie, on va mettre des graines, et elles vont être prises, elles vont continuer, etc. Donc, pour moi, c'est presque le contraire. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Pour moi, c'est une chance de pouvoir faire quelque chose et que je sais que ça marque, que ça sert, que ça donne aux autres. Et c'est tout bête, hein. C'est une sculpture où on s'assoit. Voilà, je voulais vous partager ça. Merci. Alors, merci beaucoup Pablo pour cette présentation. Nous allons ce soir évoquer différents thèmes et nous allons commencer par la question de l'éco-responsabilité qu'a évoqué Pierre Benafieux tout à l'heure. On va vous diffuser deux petits films qui ont été réalisés par Olivier Fincibert. Donc on parlera de l'éco-responsabilité plus en détail tout à l'heure, mais déjà quelques images d'un projet qui est rendu possible grâce aux dons des mécènes de l'école alsacienne. Voilà, je lance ça. Par-dessus les graines. En fait, pour planter, on met ce fil, on tend ce fil pour que notre ligne soit bien droite. Du coup, on met la date, le nom et on dessine. Là, on a fait, j'ai fait une carte un peu pour montrer que c'est des navets. On fait du paillage. Ça fait comme une couverture naturelle et après ça va faire du compost pour que la terre soit plus riche. Parce que c'est l'autre groupe qui avait installé l'isolation. Ouais. Et nous on s'occupe de mettre des planches en bois par-dessus, justement comme l'a expliqué Apolline, pour camoufler l'isolation.
Et c'est des planches en bois qui sont recyclées, donc on a vraiment cette idée de toujours recycler et faire une cabane vraiment écologique de A à Z. Station météo, mais on ne peut pas récolter les données. Mais elle servira surtout à comparer en fait, les données de cette station-là avec des données plus précises, puisque c'est une station qui est déjà toute prête, donc avec des anémomètres, pluviomètres, hygromètres. On aussi créer un boîtier pour protéger tout le système climatique pour pas qu'il reçoive de l'eau. Enfin, nous, on doit s'occuper de la biodiversité. Donc d'abord, on a regardé un peu toutes les plantes qui se trouvaient dans le potager. Après, c'est un peu de vulgariser ces informations pour les tout petits. Voilà. Donc on fait les différentes familles avec les noms des familles pour essayer d'instruire tout en étant très en jeu ludique en fait pour les plus jeunes. Et on a utilisé aussi l'imprimante 3D de l'école pour faire une boîte pour ces études. On compte sûrement intervenir dans les classes des maternelles pour les sensibiliser tout ce qui est la biodiversité, la Enfin, on peut rester encore un peu si vous voulez, vous montrer en bas sur la terrasse. Ah bah ouais. On s'occupe du long et compost, donc on nourrit les vers toutes les semaines, on leur donne du carton, des légumes, des épluchures. En fait, on récupère le jus qu'ils produisent. Là aujourd'hui, on a réalisé un test avec du sulfate ferreux, donc c'est pour détecter la présence, entre autres, de protéines par exemple. Ça, c'est du jus qui a été dilué. On a rajouté de l'eau parce que c'est trop fort si on ne le dilue pas. Pour le mettre dans les plantes, ça les tue. On a besoin les plantes pour grandir et pour être en bonne santé, mais la prochaine fois on fera la même chose pour le phosphate et le potassium. Donc oui, on essaye de quand même garder un œil sur ce qu'on leur donne. Alors, pardon, je remets la présentation, merci beaucoup. Non, si, comme ça. Je ne m'étends pas sur la question donc, de l'éco-responsabilité, puisqu'on va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette soirée et de vous donner beaucoup d'informations si tout n'était pas très clair dans les explications des élèves. Si, c'était très clair, c'était parfaitement clair, alors, formidable. Mais voilà, on va tout vous expliquer tout à l'heure. Je voulais faire un petit point sur la mixité sociale et je vais très rapidement laisser la parole à différents intervenants, mais juste pour vous donner le contexte. Évidemment, vous le savez, l'école alsacienne s'est engagée dans un projet fondamental d'augmentation de la mixité sociale dans l'établissement. On est depuis de nombreuses années convaincus que c'est une nécessité absolue, c'est une nécessité d'éducation, tout simplement, parce que nous ne souhaitons pas éduquer les élèves de l'école dans une bulle, mais au contraire faire en sorte qu'il y ait de la diversité, parce que cette diversité, elle est fondamentale à la vie ensemble, elle est fondamentale à tout apprentissage, et puis bien évidemment, Pierre de Palafieux l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi un enjeu essentiel de société. Et nous sommes convaincus là aussi depuis longtemps que nous devons être exemplaires sur ce sujet. Ça fait plus de 10 ans qu'on a, et même ça s'inscrit, on peut le dire depuis la création de l'école alsacienne, mais cet objectif que l'on s'est fixé d'approcher les 20% d'élèves qui bénéficient d'une scolarité aidée, vous voyez que année après année, ils progressent. Cette année, il y a 13% des élèves de l'école alsacienne qui soit ne paient pas du tout de frais de scolarité, soit ne paient qu'une partie des frais de scolarité. Ça, c'est et vous voyez cette progression qui se fait voilà, de façon graduelle. Ça a des conséquences très concrètes, ça veut dire que chaque année, lors des recrutements des nouveaux élèves, il y a plus de 20% des nouveaux élèves qui bénéficient d'une scolarité aidée, et ça depuis au moins 3 ans. Avant, on était un tout petit peu en dessous, mais voilà, c'est vraiment un pourcentage qui progresse. Parmi les actions qui permettent la mixité sociale, il y en a une qui nous tient tout particulièrement à cœur et dont on va parler spécifiquement ce soir, ce sont les partenariats et les lauréats Charcot. Donc je rappelle ce dont il s'agit.
Nous avons, il y a 10 ans, inauguré le premier partenariat avec un établissement scolaire, le collège Ronsard de Tremblay en France. Et ce partenariat, il repose sur 2 éléments principaux, des activités communes. Depuis 10 ans, nous avons une classe de 6e de l'école alsacienne qui est en partenariat avec une classe de 6e du collège Ronsard et qui font des activités communes, pédagogiques, éducatives, tout au long de l'année. Et puis, 2e élément, nous permettons à un certain nombre de leurs élèves qui le souhaitent de bénéficier d'une voie d'inscription à l'école alsacienne spécifique, c'est-à-dire que nous orientons ces candidatures et nous leur permettons également de bénéficier, sous conditions de ressources, d'une bourse Charcot, c'est-à-dire d'une bourse qui prend en compte non seulement les frais de scolarité, mais en plus tout ce qui va autour, y compris une activité périscolaire, les études encadrées, les stages de remédiation pendant les vacances, pour faire en sorte que l'éducation, les voyages bien sûr, pour faire en sorte que la scolarité soit totalement gratuite, comme elle le serait dans un établissement public. C'est ce projet, qui s'est fait d'abord avec un établissement, il s'est poursuivi et étendu. On a eu ensuite un 2e établissement, ils sont tous indiqués ici. Le collège également Ronsard, c'est une coïncidence de la Île-et-Rose. Et puis, et on va en parler un peu davantage ce soir, le collège Robert Desnos d'Orly, donc 3 collèges, dont 2 qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Et nous avons enfin fait un lien avec 2 écoles primaires du 14e arrondissement, selon le même principe, des activités communes tout au long de l'année et la possibilité pour certains des élèves d'entrer à l'école alsacienne, cette fois-ci non pas en classe de seconde bien sûr, mais dès la classe de 6e. Ce programme, il est riche, il est vraiment intéressant, il se passe très bien et on veut vous en rendre compte ce soir avec des témoignages, parce que on peut se dire parfois que c'est pas possible, que ça ne va pas marcher, que des élèves qui auront 1h15, 1h30 de RER pour venir à l'école alsacienne le matin et puis pour rentrer chez eux le soir ne s'accrocheront pas, qu'ils auront peut-être une trop grande différence scolaire et que ça sera trop difficile pour eux et que si jamais ils survivent à tout ça, ils ne se feront aucun ami. Il peut y avoir ces préjugés, moi je les ai entendus. La réalité, elle est vraiment différente et grâce à vous, grâce aux dons qui sont faits année après année, c'est un programme qui vraiment fonctionne de manière absolument admirable. Pour vous parler de chiffres et être très concret, parce que c'est aussi l'objectif de cette soirée, une bourse Charcot, c'est une bourse qui prend en compte, comme je l'ai dit, les frais de scolarité, mais aussi tout ce qui va autour. Et donc, une année de scolarité pour un élève lauréat Charcot, c'est 6 000 €, ce qui veut dire que nous avons besoin, aussi c'est le rôle de cette soirée, on vous le redira à d'autres moments, nous avons besoin de dons qui permettent de financer ce programme et de le rendre pérenne année après année. Alors, je vais demander, parce que j'ai déjà trop parlé, aux différents intervenants de cette première table ronde de nous rejoindre ici. Éric Antoine, Jean Connet, Véronique Ziegler, et puis Ryan et Bouziane. Allez-y, je vous en prie, il y a de l'eau, des micros. Alors, je vous propose, voilà, installez-vous. Je vous propose de commencer tout simplement par 2 minutes, enfin une petite présentation rapide pour dire un petit peu ce que vous pensez, soit de manière très très proche, soit en tant que témoin de ces partenariats et de ces lauréats Charcot. Et peut-être qu'on peut commencer avec Bouziane. Bouziane, vous êtes ancienne élève de l'école alsacienne, mais voilà, je vous laisse vous présenter et nous expliquer votre parcours. Donc, bonsoir à tous. Comme M. Parent l'a dit, je suis un ancien élève de l'école, donc je suis bachelier de la promotion 2023-2024. Et il est vrai, comme M. Parent l'a dit aussi il y a quelques minutes, que quand
on a l'occasion de venir, enfin, quand on est invité à venir à l'école alsacienne, on peut avoir des idées qui nous viennent. Peut-être qu'on ne va pas tenir, peut-être que ça va être dur de s'intégrer. Et au final, on se dit que peut-être on va avoir un certain regret à ne pas venir ici. Donc on essaye, et puis dans mon cas, je sais que j'ai aucun regret d'être venu ici. Parce que d'une part, on fait des super rencontres, et puis oui, au début, ça va peut-être être un peu compliqué. Enfin, en tout cas, dans mon cas, et oui, dans mon expérience personnelle, ça a été peut-être un petit peu compliqué, que ce soit au niveau des sciences ou des langues. Je sais qu'il y a eu des moments où je ne me sentais pas nécessairement bien et que ça pouvait être un peu compliqué. Mais je sais aussi que j'ai été très bien intégré et que je me suis fait des super amis qui m'ont aidé à aller de l'avant et qui m'ont motivé à me donner des objectifs et à me surpasser. Des amis que je garde d'ailleurs même après mon expérience à l'école. Il y en a que je vois toujours, même du coup après l'école. Et puis voilà, c'est une très belle expérience. Pardon. C'est une très belle expérience que j'ai très bien vécue. Et puis, comme j'ai dit, c'est une occasion de se donner des objectifs et de se surpasser, de faire de superbes rencontres. Et je trouve qu'en un sens, c'est bénéfique à tout le monde. Parce que d'une part, on découvre de nouvelles personnes, on découvre de nouveaux domaines qui peuvent nous plaire. Je sais que, actuellement, je suis en classe préparatoire scientifique et je sais que grâce à certains de mes amis, j'ai découvert des domaines que je ne soupçonnais pas qui pourraient me plaire. Et vraiment, c'est une expérience que je ne regrette pas. Et je suis très reconnaissant d'avoir pu venir à l'école alsacienne parce que, en un sens, c'est une expérience qui va rester marquée, qui m'a permis d'évoluer d'une manière qui me plaît et de faire de superbes rencontres. Merci beaucoup. Alors, on continue ce tour de table et puis après, je vous laisserai poser toutes les questions que vous souhaitez, hein, bien sûr. Je vous propose d'écouter Ryan. Ryan qui est élève cette année de première. Et Ryan, vous venez d'un autre établissement partenaire. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Comme vous avez dit, j'étais au collège Robert Desnos à Orly et j'ai aussi fait ma primaire à Orly. Et donc ces années-là au collège, elles sont très bien passées et j'ai des professeurs qui ont été très sympathiques. Et donc en troisième, on m'annonce qu'il y a une possibilité pour moi d'aller à l'école alsacienne. Et c'est avec étonnement que j'étais accepté. J'avais même des professeurs qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé à m'inscrire. Et du jour au lendemain, je suis accepté. Mais au fond de moi, j'étais très content. Et j'avais quelques craintes, malheureusement. Forcément, il y avait des craintes à la fois sociales, parce que je savais qu'il y avait des gens à l'école alsacienne, les élèves qui se connaissaient depuis très longtemps, qu'il y avait des groupes qui étaient déjà formés. Mais au final, quand je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli, même plus que ce que je pensais. Et donc, les gens sont naturellement venus vers moi, par curiosité, je pense. Et grâce à ça, j'ai pu créer des liens et après, créer des amitiés avec des gens. Et donc, des gens avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai eu des craintes au niveau académique parce que je savais qu'il y avait un certain écart entre le collège et le lycée. Mais heureusement, il y a eu des stages de réussite pendant les vacances, mais aussi les séances de remise d'esprit qui m'ont vraiment aidé à réduire cet écart et de pouvoir de faire cette année de seconde, mais aussi de première en toute sérénité. Et donc, je savais qu'en venant à l'école alsacienne, j'allais devoir aussi sacrifier un peu de mon temps, parce que forcément, il y a eu tous les jours, je prends le RER et donc ça me prend à peu près environ 1 à 2 heures. Mais au final, j'avais comme objectif d'utiliser ce temps à bon escient. Donc je peux lire, je peux revoir des cours, réviser pour des contrôles de la journée. Et ça m'a vraiment aidé à rattraper ce rythme aussi. Et donc cette année de première s'est très bien passée, pour le début bien sûr. Et
je peux que vous remercier d'avoir fait cette action. Et là, pour finir, j'aimerais remercier vous, donateurs, mais aussi l'école alsacienne et le collège Robert Desnos, parce que je pense que c'est vraiment une chance pour moi de venir à l'école alsacienne et de profiter de toutes ces choses qu'on met en place pour les élèves et de façon pédagogique et pour qu'ils réussissent. Et donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Jean-Roch Cognier, c'est un de vos anciens élèves, et donc désormais ça fait plus de 2 ans qu'on a ce partenariat qui est mis en place. Voilà, je vous laisse en parler et dire comment vous voyez ce lien désormais entre l'école alsacienne et votre collège. Alors effectivement, on en est à notre 3e année de partenariat avec l'école alsacienne. Moi, c'est avec émotion que j'entends Ryan témoigner, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu maintenant, et te voir aussi à l'aise à l'oral et devant cette assemblée, ça me touche. Ce partenariat il est important. Le collège Robert Desnos est dans un quartier prioritaire de la ville, politique de la ville. C'est un réseau d'éducation prioritaire renforcé, ce qui sous-entend que nous avons un public qui socialement effectivement a de grandes difficultés. Mais c'est pas parce qu'on est issu d'un quartier, de la grande couronne parisienne, c'est pas parce qu'on est issu d'une diversité qu'on n'a pas droit au meilleur. Et moi, je retiens une chose de ce partenariat et de la possibilité effectivement qu'on offre à certains de nos élèves de pouvoir poursuivre leur scolarité à l'école alsacienne, au lycée. C'est une parole d'une maman qui, l'année dernière, m'a pris en aparté lors d'une réunion parents-professeurs pour nous remercier de mettre en place ce partenariat, et en nous disant qu'elle avait l'impression de ne pas se sentir reléguée de la République, de par ses possibilités. Ouvrir le champ des possibles à nos élèves, on a des vrais talents dans ces villes, vous en avez aussi, et les faire se rencontrer, alors que ce soit lors des activités qu'ils ont communes, pédagogiques, qu'on mène maintenant avec les classes de 6e depuis maintenant 2 ans, ça met du sens, ça crée de belles rencontres. Je suis passé tout à l'heure dans la classe d'un professeur de mathématiques qui mène le projet et qui me donnait des petites anecdotes en me disant mais nos élèves de 6e l'année passée qui ont rencontré, qui travaillaient avec une classe de 6e de l'école alsacienne, tout au long de l'année ils ont échangé sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, par certainement TikTok j'imagine, c'est pas tellement ma chose mais j'imagine qu'il y a des réseaux un peu plus récents. Donc ce qui montre qu'il y a des liens qui se créent et que ça casse des a priori, et c'est le sens aussi de nos missions respectives, parce que je crois qu'on est tous dans le même bateau, et qu'on se reconnaît dans des valeurs communes, des valeurs de solidarité, des valeurs d'autonomie, et c'est pour ça que ce partenariat pour nous est important. Merci beaucoup. Alors justement, Éric-Antoine, vous êtes professeur de mathématiques et l'année dernière, vous étiez professeur principal d'une des classes partenaires du collège d'Orly. Qui échangeait probablement sur TikTok. Ouais, moi je voudrais commencer en fait par un petit peu de mon histoire personnelle, où avant de venir à l'école alsacienne, j'étais au collège d'Arcueil, à Dulcie September, et j'ai le souvenir d'un élève, j'animais un atelier Matangine, et j'ai le souvenir d'un élève où on est allé, il y a un moment, il y a des conférences, à un moment de l'année, et où on a franchi le périphérique, mais dans l'autre sens, pour aller à l'école télécom. Et en fait, cet élève-là, qui était un élève comme les autres, qui aimait les maths, qui venait sur son temps pour faire l'atelier, c'était la première fois de sa vie qu'il franchissait ce périphérique, qu'il est allé à télécom, et quelque part, il a découvert ça, et en même temps, moi je suis un petit peu amer là-dessus, après il a fini son collège, et quelque part la perspective de pouvoir aller à télécom, c'était quand même beaucoup moins facile que pour d'autres élèves. Et quelque part, dans le partenariat qu'on a, ce que j'apprécie, c'est qu'on va à la rencontre d'autres élèves, on va les voir, on leur propose de venir, nos élèves vont là-bas, et ça c'est aussi une richesse pour nos élèves que je trouve, dont on pourrait parler aussi, mais les élèves qu'on va chercher,
on leur ment pas. Enfin, on leur donne la perspective de venir, on leur donne la perspective, en tout cas je ressens ça profondément, de faire des études à leur ambition. Et s'ils aiment les maths, eh ben, ils ont la possibilité, les maths ou d'autres disciplines, ils ont la possibilité de persévérer effectivement dans ça. Et voilà, cet élève, moi j'ai eu un peu l'impression de le laisser là, quelque part ici, en tout cas par ce partenariat, j'ai l'impression qu'on leur offre ça, qu'on les accompagne jusqu'au bout. Moi je vois les élèves, je fais partie du recrutement, j'ai une bouffée d'air frais quand on rencontre les élèves, quand on voit l'envie qu'ils ont et pouvoir leur donner la possibilité d'aller au bout de cette envie. Quand ils arrivent en classe en seconde, M. de Panafieux le précise à chaque rentrée, c'est une bouffée d'air frais pour tous nos élèves aussi. Ils arrivent avec d'autres idées, d'autres ambitions, et c'est une mixité, mais je trouve ça d'une richesse infinie. Et voilà, voilà, ce partenariat, enfin, les bourses Charcot, ça leur permet vraiment d'aller au bout. Et on a des élèves qui répondent présent, enfin, pour qui c'est pas toujours facile, hein, mais il y a un accompagnement qui est mis en place, on les laisse pas tomber, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce projet-là. Merci beaucoup. Eric, vous évoquiez les moments de recrutement, parce qu'effectivement, nous rencontrons tous les élèves candidats des différents établissements partenaires, et leurs familles, les élèves et leurs parents, tout à fait. Et on est plusieurs à faire ces rendez-vous. Et Véronique Ziegler, vous participez aussi à ces entretiens. On en a fait un certain nombre. Et désormais, vous êtes aussi en charge du suivi des élèves lauréats Charcot, pour faire en sorte que leur parcours, seconde, première, terminale, se déroule le mieux possible. Exactement, j'ai aussi Ryan en classe, donc je peux témoigner que le début de première se passe très bien. Oui, j'avais très envie de parler du recrutement et de vous dire que quand on passe les mercredis après-midi à faire ces auditions, c'est une super chance pour nous. D'un seul coup, on a des élèves qui sont très motivés, qui ont des idées sur ce qu'ils ont envie de faire et qui nous disent moi, comment je fais pour réussir? Ah, mais je travaille tous les soirs, je relis les cours, je fais des fiches. On dit, ah bon, et alors il y a d'autres choses qui expliquent comme ça les bons résultats, parce qu'évidemment, il y a un dossier qui au début est quand même bon, qu'on a sélectionné, et ils nous disent, ah ben non, je travaille. Et alors ensuite, il y a les parents qui sont à côté, souvent les deux parents d'ailleurs, parce qu'on veut que la famille soit un soutien important. Et là, très vite, on voit que les candidats sont très très fiers de pouvoir dire aux parents, bah, avec cette école, je vais réussir, et si je réussis, c'est pour vous rendre fiers. Et les parents aussi, vraiment en soutien. Les choix sont toujours très très durs, hein. On se consulte, enfin bref, pour vraiment sélectionner. Évidemment, ce qui nous frappe, c'est que nous, on a envie que les 3 années soient le moins difficiles possible. On va reparler un petit peu des obstacles. Donc, on essaie de déceler les candidats qui vont faire face. Parce que la première année, effectivement, les trajets sont longs. Et puis, il y a tout un tas d'obstacles. Bon, voilà, vous avez évoqué des langues vivantes. Moi, les élèves me disent je n'ose pas prendre la parole en espagnol ou en anglais parce que les autres élèves, ils ont l'air de parler déjà tellement bien que moi, je ne peux pas prendre la parole. Bon, voilà, ou alors évidemment en sciences. Et moi, ce que je pense surtout, c'est qu'ils ont été bien encadrés par nos collègues. Moi aussi, j'ai été enseignante à Bagneux, par exemple. Mais ils ont eu moins d'émulation que les élèves de l'école alsacienne. Donc quand ils arrivent, ils ont très envie de réussir, mais il faut qu'on les aide vraiment à être à armes égales dans ce challenge. Et donc notre désir, c'est effectivement qu'en classe de seconde, ils puissent plus régulièrement échanger sur les difficultés qu'ils pourraient avoir en commun, ou que très très vite, voilà, là on a décidé en début d'année de remettre un petit cours de maths pour que justement ils soient pas du tout, ils se sentent pas perdus. Et je trouve que vraiment ils ont une capacité à
à s'accrocher, hein, pour parler des trajets en RER dans lesquels on fait les devoirs. Moi, je vois les rencontres entre les premières et les secondes, les premières qui leur disent, alors voilà, il y a un type de choses que vous pouvez faire, hein, dans le RER, vous allez pouvoir réviser du vocabulaire, vous allez pouvoir, on ne peut pas faire tous les types de devoirs, ou les stratégies, donc quand j'arrive tard le soir, est-ce que je dîne d'abord et je fais les devoirs après, ou alors non, j'en peux plus, je fais les devoirs, je dîne au dernier moment. Enfin bref, échanger, et ça nous semble vraiment important. Et de l'autre côté, alors les élèves qui sont là depuis plus longtemps, les élèves qui ne sont pas les boursiers, moi je trouve qu'effectivement ça leur montre des élèves qui sont très motivés. Et on fait pas mal de séances d'orientation, on a nos élèves qui cherchent, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ça leur fait du bien aussi, hein, d'avoir des élèves qui à côté d'eux sont rentrés avec une idée. Et finalement, dans la classe, en tout cas en première, moi j'ai pas de seconde depuis pas mal d'années, mais j'ai des premières et des terminales. Et je trouve qu'en première et en terminale, ça y est, la mayonnaise a pris. Et comme vous disiez la dernière fois, le représentant des terminales, l'un des 2 représentants de promo de terminale l'année dernière était Bourse Charcot. Donc voilà, il peut y avoir, il y a des difficultés pour tous, hein, on ne les nie absolument pas. Il peut y avoir voilà, un élève qui ne s'adapte pas. Mais globalement, franchement, voilà, moi je suis hyper fière de participer à ce recrutement et de se dire que voilà, vos fonds sont très 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 bien employés dans les bourses Charcot. Merci Véronique, et je pense que c'est important de souligner ce que vous disiez sur les recrutements, c'est-à-dire que évidemment les élèves qu'on choisit sont globalement des bons élèves, parce que si on ajoutait au transport si certains élèves étaient avec des fragilités scolaires, ce serait vraiment très compliqué. Mais on ne choisit pas nécessairement les meilleurs élèves. On choisit vraiment des élèves qui sont motivés, qui ont l'envie de venir ici. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de faire ces rendez-vous, de faire ces entretiens avec les élèves, avec leur famille, parce que la motivation, elle se voit, et que c'est ça le plus important, bien plus important encore que les résultats scolaires. Alors ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la discussion et de vous permettre de poser des questions à nos différents témoins ce soir, pour que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas, j'ai un micro, peut-être même un deuxième micro si la technique, si Christian Saury nous trouve un deuxième micro. Voilà, parfait. Première question, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors ma question s'adresse à Ryan et Louisiane. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Et si oui, notamment si ce sont des plus jeunes frères et sœurs, est-ce qu'ils ont envie de suivre vos traces? Alors, dans mon cas, j'ai des frères et sœurs, oui, et tous plus petits que moi. Et il y en a un qui vient de passer en seconde, justement, pas à l'école alsacienne, parce qu'il a eu beaucoup d'hésitation. Il ne savait pas vraiment s'il voulait essayer les mêmes choses que moi ou pas, et puis il s'est retrouvé face à un dilemme. Et puis, au moment du choix, il a décidé que peut-être que ce serait pas vraiment, enfin qu'il n'aurait pas cette motivation-là jusqu'au bout de tout donner avec les transports, etc., qui sont vraiment compliqués. Et parfois il y a des sacrifices à faire et il n'était pas sûr de savoir s'il était prêt à les faire. Donc en tout cas mon frère qui vient de rentrer au lycée, il a décidé de pas suivre mes pas, mais pour les autres ça reste encore à voir. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais dans tous les cas, je pense que... Enfin oui, dans tous les cas, c'est qu'ils viennent ou non, ce sera des expériences différentes qui vont leur permettre de s'épanouir d'une super manière. Alors, pour ma part, j'ai un grand frère et un petit frère. Mon petit frère, il a 10 ans.
donc il va bientôt rentrer au collège. Et donc de sa part, j'ai pas eu de vraie réflexion sur cela. Donc je sais qu'il s'est vraiment rendu compte de la charge de travail que j'avais et que je pouvais passer moins de temps avec lui. Et donc je sais pas encore s'il va aussi vouloir venir ou pas, mais je lui laisse totalement le choix de cela. Je ne vais pas du tout le forcer. Et peut-être un point général, on peut dire que depuis, sur ces 10 années, on a eu des frères et sœurs. 6, c'est ça? Il y a dans 6 situations, on a recruté effectivement quelques années après des frères ou des sœurs d'élèves lauréats Charcot des années précédentes. Et on a cette année 2 frères et sœurs de précédents lauréats Charcot scolarisés à l'école alsacienne. Donc certains ont très envie de suivre les pas de leur grand frère ou de leur grande sœur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? N'hésitez pas. C'est une petite question bête, mais du coup, pour les élèves qui ont été lauréats à Charcot, on applique quand même les mêmes règles traditionnelles de l'EA, du regroupement familial et de la priorité pour les frères et sœurs? Alors, il n'y a pas vraiment de règles traditionnelles de regroupement familial, parce que, alors voilà, exactement, pour être très clair, donc là je parle du recrutement des élèves, des inscriptions d'une manière générale pour les élèves de l'école alsacienne. Vous savez qu'on a à peu près 1400 candidats chaque année pour 210 places. Ce qui fait que pour qu'il y ait de la diversité dans les recrutements, on ne peut pas faire du fait que tel candidat soit le frère ou la sœur de tel autre un critère absolu de recrutement. Donc c'en est un sur les classes maternelles et jusqu'au CP. Maternelle et CP, les frères et sœurs sont prioritaires, tout simplement parce que nous ne faisons pas d'entretien avec les élèves qui candidatent en maternelle et les élèves qui candidatent en CP. D'autres établissements font cela, nous avons fait le choix de ne pas le faire. Voilà. Et donc sur ces niveaux-là, ce sont effectivement les frères et sœurs qui sont prioritaires. Sur les autres niveaux, après le CP, on porte une attention toute particulière évidemment aux candidatures des frères et sœurs, mais malheureusement, chaque année, nous refusons beaucoup de frères et sœurs. Et pour les lauréats Charcot, Thomas Portnoy a dit que nous avions recruté 6 frères et sœurs, je n'ai pas fait le décompte, mais je sais aussi qu'il y a des frères et sœurs que nous n'avons pas recrutés pour les lauréats Charcot. Donc la même règle s'applique, mais la règle c'est plutôt que voilà, ce n'est pas l'élément déterminant dans une candidature. Alors, je viens d'apprendre qu'il y avait une 7e famille en fait. Ah, on vient de recruter en CM2, on vient de recruter. Les chiffres viennent d'être mis à jour. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Je voulais savoir combien d'étudiants restent à l'école alsacienne. Est-ce qu'ils restent tous? Est-ce qu'ils finissent tous? Et qu'est-ce qu'ils font après? Alors, c'est une très bonne question. Sur est-ce qu'ils continuent leur scolarité? Donc la plupart d'entre eux entrent en seconde, comme vous l'avez compris, puisqu'il y a quelques entrées en 6e avec nos partenariats, mais pour l'instant, elles sont moins nombreuses que les entrées en seconde. Et l'immense majorité des élèves qui rentrent en seconde via ces partenariats, comme pour les autres arrivés en seconde, vont jusqu'en terminale à l'école alsacienne. On a de rares exceptions pour lesquelles c'est pas le cas. Ça peut être parce qu'un élève en fin de seconde fait le choix d'aller vers un établissement, vers une section technologique, puisque nous ne proposons pas de série technologique. Et c'est le cas aussi des élèves qui même étaient peut-être depuis l'école primaire ou depuis le collège à l'école alsacienne, qui en fin de seconde parfois vont vers des séries technologiques que nous ne proposons pas. Donc c'est le cas d'un élève, il y a 2 ans, c'est arrivé. Et puis, dans des cas beaucoup plus rares, on a pu avoir aussi un élève déscolarisé, voilà, qui ne parvenait pas à poursuivre son parcours. Mais l'immense majorité des élèves lauréats Charcot vont jusqu'au baccalauréat.
pour la suite de leurs études. Peut-être que Thomas Portnoy est mieux placé encore que moi pour y répondre. Oui, mais pour la suite de leurs études, les cursus choisis par les lauréats Charcot sont très variés. Vraiment, en France, ils font de nombreuses filières différentes. Toutes les filières universitaires, y compris les filières les plus sélectives, donc des licences, des bilicences, des cursus master en ingénierie, des bachelors universitaires de technologie, des classes préparatoires également. Louisiane est dans une très belle classe préparatoire scientifique. On a plusieurs élèves qui font de très belles poursuites d'études en classe prépa scientifique. On a des élèves qui poursuivent en études de santé. Oui, parce que tous les domaines sont représentés aussi, des sciences humaines, du droit, de l'économie, des sciences, donc, des sciences humaines. Voilà, les profils sont très très variés. D'autres questions ou d'autres interventions aussi hein, de votre part? N'hésitez pas, la parole est ouverte. Monsieur le directeur. Moi j'avais une question pour M. Peguier parce que l'une des particularités c'est que c'est lui qui est venu nous voir. Ça a été une initiative et ça a été une démarche que vous avez conduite de manière très collective, hein, puisque je me souviens d'une réunion avec tout votre conseil d'administration, donc c'est pas tout à fait comme ça que ça s'était passé à Tremblay, où le début a été quand même beaucoup plus difficile. Et je voulais vous poser la question de la place que ça a dans l'équipe, enfin comment le collège... puisque vous avez, maintenant on a un peu de recul, comment vous vivez ça en tant que chef d'établissement, comment vous vivez ce partenariat? Je le vis bien, je le vis même très très bien. Ce qui n'a pas forcément été le cas à l'initiative, puisque éducation nationale, je me revois en concertation avec mes équipes en leur disant j'ai quelque chose à vous proposer. Peut-être un truc à jouer et de pouvoir proposer à nos élèves de poursuivre leur scolarité dans le privé. Vous imaginez un petit peu les regards de certains. Deux, trois syndicalistes qui sont sortis de la salle. Voilà. J'ai expliqué l'école alsacienne, ses racines, c'est une école laïque, enfin, ses fondements profonds et son histoire. On a réussi, à force de persuasion, à convaincre quelques collègues à rentrer dans l'aventure, et puis maintenant c'est rentré dans les gènes de l'établissement. Il n'y a plus de questions. Alors comme beaucoup d'autres projets qu'on peut mener au sein de l'établissement, on a des classes défense avec des partenariats avec l'armée, etc., qui au départ, même chose, on a dit, oulala, on fait rentrer l'armée dans l'établissement, c'est la même chose. Par contre, ça offre une richesse à l'établissement, effectivement. La volonté et l'histoire, hein, c'est que j'avais entendu parler de ces partenariats, et quand on est chef d'établissement dans un établissement d'éducation prioritaire renforcée, l'objectif c'est de faire sortir les élèves de leur quartier, de leur ville. On parlait du périphérique tout à l'heure, qui est quand même une barrière qui commence à tomber avec l'extension du métro, etc. Mais on a beaucoup de nos élèves qui effectivement ne viennent pas sur Paris, ne sortent pas du quartier, ne sortent pas de la ville. Leur offrir des champs du possible plus importants, leur permettre d'oser se dire c'est possible, ça me semble important et ça vient de là en fait. Nous, le nom de Charcot, hein, c'était parce que ces bateaux s'appelaient Pourquoi pas. Je sais bien. Je voudrais compléter justement, je faisais partie du partenariat l'an dernier avec Orly, et moi j'apprécie énormément aussi les équipes avec lesquelles on travaille, qui sont super investies. J'y vois ça un intérêt pour moi personnellement, parce qu'il y a un échange aussi avec des collègues, et avec des collègues investis, et c'est un réel plaisir. J'y vois effectivement les élèves qui franchissent le périph' pour venir chez nous, qui participent à la journée Molière, voilà, il y a plusieurs activités. J'y vois aussi nos élèves qui vont là-bas. On a eu, je sais pas, 3-4 rencontres, en tout cas dont je faisais partie, entre la première rencontre où c'est sûr que les élèves se regardent, ils ont du mal, il y a une mixité un peu difficile. La première rencontre, en tout cas, elle était autour des maths, mais déjà là, ils se mettent par équipe, ils travaillent ensemble. Dès la première rencontre, à la fin, il y a des liens qui sont créés, ils repartent, et à la fin, ces liens, ils les retrouvent. Enfin, voilà, sur les 4 ou 5 événements qu'on a eu ensemble, à la fin, moi, j'avais des élèves qui étaient radieux à l'idée de rencontrer à nouveau les élèves, et ça, c'est une richesse. Mais
mes élèves, pour beaucoup, ne vont pas forcément à Orly par eux-mêmes, etc. Et voilà, la rencontre est dans les deux sens, la richesse est dans les deux sens, et ça, voilà, c'est très appréciable. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne une dernière question et puis ensuite on changera de 2 dernières questions et ensuite nous changerons de thème. Bonsoir. Les professeurs ont parlé de ce que ça avait changé dans leurs équipes. Est-ce que les élèves, bon c'est peut-être une question un peu personnelle, mais est-ce que les élèves peuvent me dire ce que ça a changé en eux, leurs préjugés, comment ça a changé leur rapport avec leurs camarades de leur lycée d'origine, qu'est-ce que ça a transformé chez eux? Qui veut prendre la parole? Alors, je me propose pour répondre à la question en premier. Enfin, moi, dans mon cas, je sais que en arrivant à l'école, j'avais quand même beaucoup de préjugés, on va dire. Enfin, beaucoup, peut-être pas, mais j'en avais. Je me disais peut-être que je vais pas être à ma place et que je vais avoir du mal à m'intégrer. Et que, enfin, en un sens, ça peut peut-être être une mauvaise décision de ma part. Au final, une fois qu'on arrive et qu'on est là, on se rend compte que les élèves qui sont déjà là depuis longtemps, malgré qu'il y ait des groupes qui soient formés, ils n'hésitent pas du tout à venir vers nous et à nous intégrer justement. Et c'est une des choses que je retiens le plus, c'est le fait que les élèves ils soient vraiment aussi investis à intégrer les autres et à venir vers nous. Et vraiment, quand on arrive, les préjugés tombent et on se rend compte que on a notre place ici et que malgré tout, même si on n'a pas grandi au même endroit, qu'on n'a pas fréquenté les mêmes personnes, etc., au final, on a, on va dire, un échange qui va dans les deux sens et vraiment c'est super d'un point de vue social et que ça soit pour nous, les élèves boursiers ou alors je trouve pour les élèves de l'école. On apprend de nouvelles choses et puis c'est vraiment bénéfique et les préjugés, que ça soit dans notre cas ou je sais pas comment ça se passe dans la tête des élèves qui sont déjà à l'école depuis longtemps quand ils apprennent qu'il va y avoir de nouveaux élèves avec eux qui viennent par exemple de collèges qui étaient dans des zones d'éducation prioritaire, etc. Mais c'est que dans mon cas, les préjugés que je pouvais avoir sont très vite partis et j'ai été très bien accueilli et j'ai très bien vécu mes années à l'école. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que ça répond bien à la question. Ryan, vous voulez compléter? Merci d'avoir répondu. Personnellement, moi aussi j'avais des préjugés un peu dans la même idée et je pensais vraiment que les élèves de l'école alsacienne ils allaient être très sérieux, très dans les devoirs, dans l'approche avec l'école, mais au final j'ai remarqué qu'on était un peu tous les mêmes au fond et donc j'ai pu vraiment avoir des bonnes relations avec beaucoup de gens et ça a créé vraiment des liens et on a pu s'échanger certaines choses donc moi j'ai pu partager mes cultures et eux aussi donc ça nous a vraiment aidé à comprendre deux faces donc moi qui viens d'une banlieue parisienne et eux d'un autre milieu social peut-être. Donc j'ai vu que du bien et comme l'a dit Louisiane, les préjugés tombent. Merci beaucoup. Dernière question. Merci. C'est une question pour vous, Yann. D'abord, j'imagine que la prépa, c'est encore plus de travail que ce que tu avais ici, donc merci pour ta soirée. Ma question est un peu liée à ça. Est-ce que tu as l'occasion d'aller dans ton ancien collège présenter ton parcours de prépa? Tu ne vas pas juste présenter l'école alsacienne, mais présenter la prépa. Alors justement, je comptais... j'ai pas encore mis ça en place parce que pour l'instant j'essaie de me mettre déjà en place au niveau de la prépa, etc. Parce que c'est un peu compliqué dès le début, mais
Oui, en tout cas, de mon côté, j'ai l'ambition d'aller au collège pour partager mon expérience, leur présenter du coup, par exemple la prépa et de manière générale leur donner des idées pour l'avenir, que ce soit des domaines d'études ou répondre à leurs questions s'ils en ont, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion quand on est au collège. Je sais qu'on peut avoir beaucoup d'interrogations d'un point de vue scolaire ou sur certains domaines, donc aussi j'aimerais bien, si je peux lever certaines interrogations des élèves à certains niveaux, ce serait super. Merci beaucoup, merci à tous les 5 pour ce témoignage. Merci. Voilà, n'hésitez pas à regagner la salle. On va passer à une autre thématique. Merci encore. Sur l'éco-responsabilité, on y revient avec un deuxième film, et puis on peut en même temps accueillir Olivier Finsilbert, Sylvie Borde et Sacha Tanet. Je vous mets la deuxième partie du film pour commencer. Ça apprend comment les plantes, pourquoi elles gèlent pendant l'hiver et pourquoi elles vont mourir. Ça me permet de plus savoir comment planter les graines, couper les mauvaises herbes. Je n'avais pas fait ça auparavant. Ça m'apporte du plaisir parce que ça va pousser et je vais pouvoir les manger. Ça me permet de découvrir un peu le domaine de l'agriculture en quelque sorte. C'est très bien pour apprendre aussi et pour travailler. On ne savait pas comment faire avant. Ça me montre comment le développement des plantes. On peut voir qu'elles ne poussent jamais tout droit, qu'elles arrivent de partout. Très varié et on se rend compte qu'en fait c'est un super métier. Chez moi j'ai un jardin mais je m'en occupe pas tout le temps et là en fait je me rends compte de l'importance et moi j'ai vraiment rarement l'occasion de m'occuper de ça et ça permet vraiment d'y avoir accès et en plus on découvre des espèces qui y vivent, donc autant des animaux que des plantes. Même il y a des plantes qui ont poussé sans qu'elles aient été plantées et donc voilà, c'est intéressant de voir le développement de ces projet. Moi je pense que c'est surtout l'idée du projet de groupe. Il y a une sorte de cohésion qui se crée dans la classe entre les différents groupes, on se partage nos découvertes chacun et on en apprend tous un peu plus sur la biodiversité. C'est sûr que c'est amusant et plutôt intéressant de manipuler le jus par exemple, de voir les lombriques parce que on n'a pas vraiment l'habitude de le faire quand on est au lycée en terminale. Moi c'est vrai que je trouve que c'est sympa de mener un projet avec toute sa classe en fait, tout au long de l'année en fait, c'est quelque chose qu'on fait collectivement. Chacun apporte son propre travail et au final on fait quelque chose d'assez grand quand même. C'est tout un jardin dont on s'occupe nous-mêmes. Je trouve que c'est vachement intéressant. On apprend comment fonctionnent les plantes, comment bien s'en occuper, comment en fait s'auto-entretenir en tant qu'individu. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai été invité à donner un coup de main et une intervention dans le cadre du potager connecté, j'ai retrouvé sur des écrans avec des capteurs et dans la narrative beaucoup de choses que j'avais vues développer en Californie, en Silicon Valley. J'ai beaucoup travaillé avec notamment la NASA et la partie des fermes verticales, de l'aéroponie, donc de ces façons de construire des écosystèmes qui sont hors sol et qui permettent de nourrir les humains qui vont être en transhumance ou qui vont aller demain terraformer Mars pour y établir des colonies. C'est un thème qui est central, c'est un thème au début de science-fiction, maintenant de faits scientifiques et demain de société. Et c'est un très beau projet et il faut le développer. Avant d'aller sur Mars, on va rester à l'école alsacienne
Et peut-être que Olivier peut nous expliquer un petit peu comment il a découvert ce projet, puisque il a réalisé le film et il n'était pas forcément au courant de tout ce qui se passait autour de l'éco-responsabilité à l'école alsacienne. Voilà, et on peut même dire c'est un peu comme avec les Jeux Olympiques, vu les Parisiens, je trouvais ça bien, mais j'étais un petit peu dubitatif. Et quand j'ai découvert grâce au tournage ce projet, j'étais vraiment bluffé. Ce qu'ils font, enfin ils le disent mieux qu'on peut le répéter encore ici, c'est extraordinaire. Il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est pluridisciplinaire, donc il y a de la technologie, il y a du paillage, il y a du jus de lombric, il y a des tas de choses. Et en plus, il y a cette dimension de coopération qui a été soulignée 2 fois par des élèves, alors d'abord au sein des équipes, entre sous-équipes qui partagent leurs expériences et ce qu'ils apprennent, mais aussi entre les niveaux, puisqu'on voit le jeu des 7 familles, c'est des élèves de terminale qui préparent pour des élèves de maternelle, enfin, ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. Et si en plus, ça prépare nos élèves pour aller sur Mars, voilà. Merci beaucoup. Alors, Sylvie Borg, Sacha Tanet, c'est vous qui êtes les professeurs écopilotes pour la partie collège et lycée, puisqu'il y a aussi un professeur écopilote pour l'école primaire, et c'est vous qui êtes responsable de ce projet de jardin potager et de cabane autonome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je vais vous faire un petit bilan de tout ce qu'on a pu faire grâce à vos dons. Donc on vous remercie beaucoup, vous donateurs, mais aussi l'école ACN, nous avoir laissé avoir cette opportunité de faire ce jardin. Et c'est vrai qu'on est très content du développement que ça prend, parce qu'en fait ça a permis de développer un outil pédagogique, parce que c'est un vrai outil pédagogique pour le collège et le lycée. C'est-à-dire que dans plein de programmes, on peut avoir ce point d'ancrage au jardin pour amener les élèves, pour qu'ils constatent, non pas sur un livre ou sur le cours numérique, mais vraiment in vivo, je dirais, ou in terro, ce qui se passe. Et ça rend les cours beaucoup plus vivants et ça les rend responsables aussi de cet outil. Et ce qui est impressionnant cette année, enfin je pense que Sylvie, tu es d'accord, c'est qu'ils se sont vraiment appropriés cet outil, que finalement nous on est là pour contrôler, redresser un petit peu, mais ça marche tout seul. Enfin on a un travail d'encadrement, c'est certain, de préparation aussi, mais ils se sont emparés de cet outil, c'est leur jardin. Et ça c'est très satisfaisant pour nous parce qu'on a réussi notre mission quelque part à ce niveau-là. Et ce que je veux dire aussi, vous l'avez souligné, c'est que c'est aussi un lieu de rencontre ce jardin, parce que on a eu des rencontres entre le petit collège et le grand collège récemment, quand on a fait la passerelle entre les deux collèges, et on a eu donc des élèves de 6e qui ont accueilli des élèves du petit collège, ça s'est très bien passé, il y a eu vraiment une transmission d'envie, de savoir qui est très pertinente, et même à l'intérieur du grand collège, mes élèves de 6e ont été interviewés des élèves de terminale de Sylvie, parce que justement ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient, donc ils m'ont posé la question, je vais leur demander, et il y a eu des micro-trottoirs entre guillemets, ou des micro-jardins qui sont faits en direct, et je trouve ça génial que ça circule aussi librement autour de ce jardin. Donc c'est un lieu de rencontre entre les élèves et entre les disciplines. On a eu l'année dernière un très beau escape game qui a été mis en place par des élèves latinistes, avec l'aide de la techno, faire des flashcodes en 3 dimensions, donc absolument géniaux. Et ça a été une expérience qui a été prodigieuse pour les élèves qui l'ont réalisé, mais aussi pour les élèves qui ont joué effectivement à cet escape game. Donc c'est vraiment très très bien. Et on a envie que cet outil continue à se développer, à être un lieu de rencontre pluridisciplinaire, avec différents niveaux, différents partenaires évidemment, et tout ça c'est grâce à vos dons bien entendu. On a d'autres projets évidemment, on a évidemment le cabanon, mais Sylvie va en parler. On a éventuellement envie aussi de projeter un peu plus loin et de développer pourquoi pas une mare pédagogique, après le jardin pédagogique, aller un peu plus loin et faire une mare pédagogique qui serait tout aussi pertinente et plein de motivation pour nos élèves. Donc voilà. Sylvie, si tu... Bonsoir. Donc effectivement, grâce à vos dons et à l'implication de vos enfants, quelques palettes sont devenues cette année un petit cabanon qui est effectivement autonome. Un panneau solaire, grâce à vos dons, un panneau solaire fait fonctionner une pompe. Nous récupérons l'eau de pluie et cet été le ciel nous en a donné beaucoup. Et donc voilà, on a un petit circuit autonome. Ce sont bien sûr les élèves qui réalisent cela, on les aide, on est là, mais ils s'impliquent beaucoup. Ce travail en projet fonctionne effectivement très bien, ils sont enchantés. Ça leur montre qu'il faut trouver des solutions. C'est un excellent moyen de sensibilisation et ils se prêtent au jeu, ils sont vraiment impliqués, je crois qu'on le voit bien dans le film.
Et bien sûr, on continue, hein, on ne s'arrête pas là, le cabanon il est là, mais il y a d'autres soucis techniques dont il faut trouver les solutions. On s'aperçoit en hiver, les panneaux ils sont moins efficaces, donc il faut trouver autre chose. On pense à notamment, pourquoi pas, une petite éolienne de bateau pour pouvoir compléter le circuit électrique. Pour tout ça, il faut réaliser des mesures, mesurer la vitesse du vent tous les jours au niveau du cabanon, voir si c'est possible. Donc, vous voyez, ils achètent des capteurs, ils réfléchissent, ils choisissent, ils nous disent, etc. Et ils sont vraiment impliqués à 200%. Merci beaucoup. Alors, comme tout à l'heure, mais de façon plus rapide, parce qu'on a encore un petit mot sur un dernier projet et puis un mot de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur ce projet éco-responsable au sein de l'école alsacienne? N'hésitez pas, le micro est à vous. Une question. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir, les élèves qui s'impliquent, c'est en fait au niveau de... Parce que ça correspond au programme et donc c'est vous qui proposez, ou c'est sur une base de volontariat où ils viennent par eux-mêmes, par exemple pour le cabanon? Alors, en tout cas, moi, ce sont avec mes classes et ça s'intègre tout à fait, donc que ce soit pour les terminales en enseignement scientifique, donc ils ont un thème sur d'ailleurs le climat. Donc voilà, donc, en fait ils n'ont pas le choix, parce que je m'implique, mais ils s'impliquent, voilà, dans ce cas-là. Et pour le jardin, en tout cas, moi c'est ma classe de 6e, mais c'est aussi dans le programme. Donc comme l'a dit Sacha, ça peut s'intégrer à tout niveau. Je crois qu'ils n'ont pas le choix, mais que s'ils l'avaient, ils le feraient quand même, parce qu'ils sont très 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 enthousiastes. Hein, quand on les voit. Il faut les voir le jour de la rentrée. Pour respecter et pour récolter. Oui, pour récolter des tomates cerises notamment. C'est toujours des projets classes en fait, parce que c'est comme ça qu'on arrive mieux à motiver nos élèves, à leur expliquer un petit peu les aboutissants du projet. Et dès qu'on pourra accrocher une partie du programme à ce jardin, évidemment, on choisit de le faire si la météo le permet, même parfois d'ailleurs, quand la météo le permet pas, on y va quand même. Donc non, c'est toujours avec une classe et on fait ça avec eux. Et souvent, ils comprennent très bien que le temps qu'ils passent au jardin, il faudra évidemment qu'on rattrape ce qu'on n'a pas pu faire forcément en classe, mais ils le font bien volontiers, c'est un équilibre qui se passe tout seul. Et puis, je rajouterais juste qu'après, au cours de l'année, suivant, des collègues nous proposent aussi des choses, comme l'escape game qui a été proposé. Il y a d'autres projets qui se rajoutent. Et voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça s'adosse beaucoup au programme de sciences de la vie et de la Terre, mais aussi au programme de physique-chimie en terminale. Toute la partie collecte de données, projet numérique, c'est vraiment dans les programmes. Il y a donc des lettres, des langues et cultures de l'Antiquité, il y a les professeurs documentalistes aussi qui se sont impliqués dans la réalisation de magnifiques carnets, donc il y a de l'écriture. Voilà, c'est très 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 varié, très riche pédagogiquement et ça croise plein de disciplines. Alors moi j'avais envie de poser la question, et la récolte, ça veut dire quand est-ce qu'on mange, ou bien quand est-ce que sont publiés les différents carnets, enfin, tous les projets, quand sont-ils élaborés, et quand peut-on y avoir accès? Alors, si on part sur les petits carnets de jardiniers, donc ils ont été, je crois qu'ils sont disponibles au CDI, hein, les élèves l'ont fait, pour chaque classe donc a fait ce petit carnet. Après, les élèves, à chaque fois qu'on va au jardin, quand il y a les petites tomates, ils les mangent. Hein. Ils les mangent, ils goûtent les plantes aromatiques, etc. Dès qu'on peut les faire goûter, les faire sentir, on le fait. Pas que les élèves. Pas que les élèves. Je confirme. Une troisième et dernière question. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour toute cette présentation. Petite question sur la récolte. Est-ce que vous avez déjà pensé à donner une suite justement au jardin et par des cours de cuisine, enfin des ateliers de cuisine, ou est-ce que c'est faisable, pas faisable? Voilà. Ouais. Alors, il faut rappeler quand même que c'est un jardin pédagogique. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur montrer comment ça se développe. Aller jusque-là, pour l'instant, non, on n'y a pas pensé. Mais par contre,
honnêtement, moi en classe, oui, on récolte, et nous en SVT, on a de quoi cuisiner. Hein. On a un four, on a des plaques électriques, et il m'est arrivé de récupérer, par exemple, l'année dernière, des concombres, des carottes, quelques éléments, et on a réfléchi à, parce qu'on a aussi dans le programme la conservation des aliments, et on a juste fait des pickles, hein, voilà, on les a mis dans le vinaigre, montré une certaine forme de conservation, on les a goûtés, voilà. Ou on a fait de la confiture, enfin, donc on fait aussi au sein de la classe en tout cas. Je vais compléter cette réponse pour vous dire que donc, en primaire, déjà, il existe un potager maintenant depuis un certain nombre d'années, et les élèves de classe maternelle et élémentaire peuvent y aller, et on a des projets en fonction des classes sur chaque année. Et on a, il y a maintenant 2 ans, on a travaillé avec une association qui s'appelle l'École Comestible, et donc tout ce qui était poussé, qui pouvait être mangé, ensuite était travaillé, cuisiné et mangé par les enfants à la suite des ateliers en classe. Donc c'est des idées qu'on poursuit, etc. Je sais que l'an dernier, des classes de 7e, des classes de CM2 qui ont potagé, ont fait pousser des salades, ils ont ensuite mangé en classe, etc. On a eu des radis. Mais comme c'est beaucoup plus accessible, parce qu'il est près de la cour de récréation, parfois effectivement on voit des cultures qui disparaissent, même avant de pouvoir les consommer en classe. Merci beaucoup. Ah. Et puis c'est aussi quelque chose qui se développe, puisque dans le cadre du partenariat de l'école avec le collège du Sénégal, dans une école, enfin pas au collège, mais dans une école élémentaire, les élèves de l'école ont créé un potager. Donc voilà, on fait des potagers chaque fois qu'on s'installe quelque part, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, on a abordé 3 des grandes thématiques de mécénat. Il nous reste la dernière thématique sur laquelle on avait beaucoup parlé l'année dernière. Hein. Vous savez, on fait cette soirée chaque année. L'année dernière, on avait beaucoup parlé d'inclusion scolaire. Ce soir, ça sera un petit peu plus rapide. Et je laisse la parole à Gauthier Le Chevalier. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, comme Brice Parent vient de le dire, la politique d'inclusion scolaire à l'école de Sienne, elle est importante. Et c'est aujourd'hui une petite pastille pour vous dire ce qu'on fait déjà et pourquoi la mobilisation du fonds des Amis de l'école de Sienne est importante et comment vos dons nous permettent d'accompagner nos équipes et de pouvoir scolariser des élèves en situation de handicap dans des bonnes conditions. Parce qu'évidemment, l'inclusion scolaire, le fait de pouvoir scolariser tous les enfants dans les milieux ordinaires, c'est la loi. Hein, c'est la loi de 2005, c'est quelque chose qui s'impose à toutes et à tous et aux établissements scolaires, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, et parfois, en fonction des handicaps qui sont variés et différents, la scolarisation dans une classe ordinaire, c'est quelque chose qui va parfois bousculer les habitudes, venir modifier les interactions, questionner le groupe, et pour les éducateurs et les pédagogues, c'est pas forcément évident. Grâce à votre mobilisation, l'école de Sienne a monté un certain nombre d'actions, dont une action qui est extrêmement concrète et qui vient au quotidien accompagner les équipes. C'est le fait qu'on a 2 professeurs qui sont là, d'ailleurs ce soir, Catherine Pellerin et Audrey Bellemin, qui sont nos professeurs référentes inclusion scolaire, qui ont été formés et qui sont aujourd'hui des professeurs qui parlent aux professeurs. Parce que bien sûr, à l'école alsacienne, on a déjà la chance d'avoir une équipe éducative large, avec des psychologues, des conseillers pédagogiques, des adjoints, des médecins scolaires, des infirmiers, la direction évidemment. Mais il nous manquait des professeurs qui, de par leur expérience, de par leur formation, de par leur recherche qu'elles continuent à faire au quotidien, peuvent apporter parfois trucs, parfois astuces, parfois même des fois du réconfort, parce que c'est pas tous les jours évident dans les classes de scolariser certains élèves, et il faut parfois prendre du temps, accepter que ce qu'on avait prévu ne se passe pas de la même manière, et tout ça pour que ça se passe bien pour les enfants qu'on scolarise en situation de handicap, mais pour tous les autres aussi, et donc c'est ces réflexions. Et donc Catherine et Pellerin et Audrey Bellemin, qui sont là maintenant depuis 2021, nous accompagnent, poursuivent la réflexion, ils sont là vraiment concrètement aux côtés des équipes, voir qu'est-ce qu'on peut des fois apporter comme matériel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme adaptation de certains outils, comment
réagir face à certaines réactions d'enfants, comment accompagner le groupe aussi. Et heureusement, et c'est une grande chance, et c'est des choses qu'on va évidemment poursuivre. D'ailleurs, pour que vous en ayez une petite idée, puis je les remercie parce que c'est aujourd'hui qu'elles ont publié, elles mettent en place un café inclusion scolaire à plusieurs reprises dans l'année. On a eu le programme des prochains mois et il est juste passionnant, donc je vous en donne quelques éléments. Elles vont proposer des ressources mais aussi des échanges à nos équipes autour de l'aménagement des documents, comment on peut apporter un document qui puisse être lisible, qui puisse apporter du confort aux élèves. Elles vont apporter des ressources et puis faire réfléchir les élèves autour de la scolarisation des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Elles vont apporter des réflexions autour de la dyslexie, dysphasie, dysorthographie, dyspraxie. Elles vont aussi, et j'y reviendrai un tout petit peu après, nous aider et nous accompagner à comment gérer la relation avec un nouvel adulte, des fois dans la classe, parce que vous savez qu'un certain nombre de nos élèves en situation de handicap ont le droit, c'est aussi le cadre de la loi, à la présence d'un adulte supplémentaire, un accompagnant, qu'on appelle nous qui s'appelle les AESH dans l'éducation nationale, donc des accompagnants pour les enfants en situation de handicap. Et parfois, quand vous êtes professeur, avoir un nouvel adulte dans la classe qui va interagir, qui va être aux côtés de l'enfant, et c'est aussi quelque chose qui est nouveau et qui, des fois, bouleverse les habitudes de tout le monde, du groupe, de l'enfant, mais aussi du professeur, et donc c'est important de pouvoir en parler. Donc voilà, merci à toutes les deux d'être là ce soir, merci pour ce que vous faites pour nos équipes, et donc évidemment merci à tous les donateurs et donatrices qui contribuent grandement à faire que cette politique d'inclusion scolaire qui est inscrite dans la loi, elle soit concrète et qu'elle soit efficace et qu'elle puisse se réaliser malgré des fois des difficultés qu'on peut toutes et tous rencontrer. On a un tableau là, vous pouvez voir en même temps, vous pouvez le lire pour vous dire nos équipes aujourd'hui, le nombre d'élèves en situation de handicap à l'école alsacienne est 2,4%, tout un tas d'autres élèves qui peuvent avoir des scolarités avec des aménagements de scolarité. On a 33 élèves à cette année scolaire qui bénéficient d'un accompagnement, donc on a plus d'élèves d'ailleurs qui sont en situation de handicap parce que tous n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement d'un adulte. Mais donc, on a 16 accompagnantes ou accompagnants auprès de ces élèves-là, dont un accompagnant, maintenant depuis la rentrée dernière, depuis septembre 2023, qui a un accompagnant qui a été recruté par l'école alsacienne. Alors pourquoi ça a été important à l'école alsacienne de recruter un AESH? Peut-être d'autres, c'est aussi ce qu'on veut porter comme message aujourd'hui et vous appeler à des nouveaux dons pour cette mission-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, la loi met en place des accompagnants de situations de handicap qui sont recrutés par l'État, nommés par le rectorat. Peut-être que si vous avez déjà assisté à nos soirées mécénat, on vous a, Brice et moi, fait récit des difficultés qu'on a pu avoir dans les recrutements avec le rectorat. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ce sont des emplois qui sont d'abord des CDD avant de devenir des CDI, avec des rémunérations très faibles, il faut le dire, pour un AESH qui travaille 24 heures, donc qui est là par exemple sur tout le temps de scolarisation d'un élève en maternelle ou en primaire, et qui est là donc les 36 semaines de l'année scolaire, la rémunération elle est autour de 830 ou 840 euros net par mois. Donc c'est des rémunérations qui sont très faibles, évidemment des métiers qui sont peu attirants, et on peut avoir des difficultés dans le recrutement et puis des difficultés à fidéliser aussi ces personnes-là. Donc, grâce à la réflexion qu'on a eue à l'école alsacienne, grâce à la mise en place du fonds, on a pu recruter un AESH à l'école alsacienne, donc il y a une toute autre rémunération, beaucoup plus décente, un contrat de travail qui lui permet de s'installer avec un CDI dès sa prise de fonction, donc ça permet aussi, dans la vie quotidienne, d'avoir d'autres perspectives, et donc ça c'est un point important. Et c'est un coût qui est important, il faut le savoir. Le coût, charges comprises, etc., la rémunération d'un AESH par mois, c'est 2 700 euros. Donc là, actuellement, on a un AESH qui est recruté pour toutes les années scolaires grâce à la mobilisation du Fonds des Amis d'école alsacienne, et il faut qu'on poursuive, parce que plus on aura des recrutements faits par l'école alsacienne, plus on pourra aussi monter en compétence ces personnes qui peuvent bénéficier des formations qu'on met en place, nous aussi, à l'école alsacienne, et
les fidéliser, les recruter et les garder dans nos équipes. Donc voilà. Ce soir, on a décidé de mettre l'accent sur des thématiques qu'on avait moins mis en avant les années précédentes, mais bien sûr, moi je suis tout à fait prêt, Brice Parent, Pierre Le Panafieux, et quand on a la chance d'avoir Catherine Pellerin et Audrey Balland, de répondre à vos questions si vous en avez sur cette action qui est fort importante à mes yeux. Pas de questions pour l'instant, mais on pourra tout à l'heure répondre à toutes vos questions autour du buffet qui est prévu juste ensuite. Donc, moi, si je peux juste me permettre d'ajouter un tout petit mot en tant que professeur de SVT, je voudrais dire, tu l'as dit Gauthier, mais je voudrais insister sur le fait que toute la réflexion que l'on développe autour de l'inclusion, des adaptations qui sont absolument indispensables pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou les élèves en situation de handicap. Et on développe cette réflexion grâce à Catherine et Audrey, que je remercie encore pour leur aide essentielle. Cette réflexion, elle est vraiment utile pour tous les élèves. C'est-à-dire que ce qu'on met en place pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est vraiment profitable à toutes et à tous. Et voilà, moi j'adore participer au café inclusion qui nous sont proposés. Et la réflexion est très riche, la mutualisation des pratiques est extrêmement fructueuse et ça nous fait nous rendre compte à quel point on peut enrichir nos cours et rendre plus explicites nos cours pour toutes et tous. Je crois que c'est un point très important, c'est un apport essentiel de la réflexion sur l'inclusion scolaire pour tous les élèves. Merci beaucoup, c'est effectivement l'un des éléments essentiels sur cette question de l'inclusion scolaire. Il nous reste, je ne sais pas si mon micro fonctionne encore, si, à conclure, et je laisse la parole à Mathieu Cortadelas, président de l'association des parents d'élèves, puisque toutes les actions que nous menons, elles se font main dans la main avec l'association des parents d'élèves de l'école alsacienne et également l'association des anciens élèves de l'école alsacienne. Merci beaucoup. Donc moi je suis chargé de conclure, de faire un trait d'union sur tous les thèmes qui ont été abordés et le trait d'union avec le buffet qui arrive juste après, rassurez-vous. Je vais faire court. Alors le trait d'union, je voulais faire à travers 3 anecdotes personnelles, tout simplement. D'abord tout ce qui a été dit sur l'inclusion, sur l'ouverture sociale. Moi, je l'ai vécu. Je suis arrivé à l'école alsacienne en 4e et je débarquais de la Réunion. Donc j'étais très très loin du périphérique, que je n'avais pas vraiment connu d'ici là, avant ça. Et je suis arrivé dans cette école complètement paumé, avec les sentiments à peu près qui ont été décrits par Ryan et Bouziane tout à l'heure. Et ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose de merveilleux tout de suite. Il y a un élève, je lui rends hommage, il serait très surpris qu'on parle de lui aujourd'hui, il s'appelle Olivier Rachcom, je ne le vois plus, et je ne sais pas où il est, mais il m'a vu complètement perdu à l'entrée de l'école, et il a vu que j'étais nouveau, il savait, il était là depuis le jardin d'enfants, il connaît tout le monde. Il est venu m'accueillir, il me dit « Tu es nouveau, viens, je vais te faire visiter l'école », il m'a pris par la main, il m'a fait visiter l'école, et en une demi-journée, j'étais à l'école alsacienne. Et ça, c'est merveilleux parce que, comme l'a dit Ryan tout à l'heure, on est tous pareils, ça se passe en général assez bien quand on met les personnes ensemble. Il y a peut-être une petite différence avec l'école alsacienne, c'est qu'on a toujours su accueillir et on le montre ce soir et on sait le faire. Et c'est absolument essentiel parce que ça change absolument tout. Voilà. La deuxième anecdote, il y a un petit lien aussi, là cette fois c'est sur l'inclusion. En tant que représentant des parents d'élèves, de temps en temps, avant l'inscription, il y a des parents qui arrivent à obtenir le numéro et qui nous appellent pour savoir est-ce qu'on peut faire inscrire notre enfant, etc. Bon, bien évidemment, on n'intervient pas du tout dans le processus, mais on donne des conseils. Et depuis plusieurs années, il se sait qu'il n'y a plus besoin de cacher une situation de handicap d'un élève pour l'inscrire à l'école alsacienne. Parfois même bien au contraire, attention. Parfois bien au contraire, c'est-à-dire que c'est vu avec une grande bienveillance. Et donc, j'ai souvenir de ces parents que je ne connaissais pas et qui étaient un peu paniqués puisque leur enfant, je vais l'appeler Emma pour brouiller les pistes, elle ne s'appelle pas Emma en réalité, mais elle avait une vraie situation de handicap et ça devenait assez angoissant pour les parents puisque, de mémoire, après la 5e, elle voulait s'inscrire en 6e, après la 5e, à partir de la 4e, sa scolarité serait devenue assez compliquée. Elle n'a pas été admise, donc j'ai dit, mais il faut mettre en avant, enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, surtout pas cachées, il faut y aller. Et elle n'a pas été prise en 6e, et puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, mais j'aurais dit, mais allez-y, insistez, et cette fameuse Emma a été prise en 5e. Et à la fête de l'école, ils sont venus juste avant son entrée à l'école, et je suis allé me présenter, je ne le connaissais pas,
Et la mère, je vais très impressionné, mais la mère qui est présente ici, peut-être vous la reconnaîtrez parce qu'elle est assez sensible quand je me suis présenté, elle a quasiment fondu en larmes parce que, en fait, la scolarité de sa fille allait en être modifiée. Alors, elle a voulu me présenter Emma, qui avait dû rencontrer son Olivier Rachcom d'aujourd'hui. Elle était déjà en train de courir dans toute l'école, avec plein d'amis, plein de trucs, tout se passait extrêmement bien. Et elle a été intégrée absolument instantanément dès la fête de l'école. Et au-delà de ça, cet élève a une scolarité qui a débuté extrêmement bien et qui, dès cette année, va bénéficier du travail d'Audrey Bellman et de Catherine Pellerin et du travail de Leïla, que je salue ici, elle va bénéficier d'un logiciel qui va lui permettre d'adapter à sa situation de handicap la lecture de ses documents. Puisque ce logiciel va permettre, alors c'est un travail commun entre les parents et l'école, et ça arrive à maturité, on fait un test sur une quinzaine d'élèves, et donc la scolarité d'Emma est déjà très bien partie, et puis complètement modifiée, et ça se passe extrêmement bien. Voilà. Et le troisième point sur les cours de scolarité, c'est que je fais un potager, mais ça n'a aucun rapport, tout le monde s'en fiche. Voilà, j'aimerais bien vendre mes légumes à la NASA, mais je crois qu'ils ne sont pas totalement intéressés. Voilà. Le vrai point commun de tous ces trois thèmes, c'est que, tout simplement, ça coûte de l'argent, vraiment. Et pour représenter les parents auprès du conseil d'administration, on étudie les comptes tous les ans. L'école haïtienne est gérée en compère de famille, c'est-à-dire qu'il y a les comptes sont à peu près équilibrés, un petit bénéfice qui permet de financer des investissements, etc. Donc il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de gras dans tout ça. Si on veut financer des initiatives comme celle-là, il est absolument essentiel d'aller chercher cet argent ailleurs. C'est pour ça que le Fonds des Amis de l'École haïtienne a été créé, dans cette objectif, pour structurer tout ça. On va aller chercher de l'argent au maximum. Et donc sans cet argent, tout ce qu'on a présenté ce soir ne fonctionne tout simplement pas, ou très peu à des échelles trop faibles. Alors, il y a plein d'initiatives, c'est pour ça qu'on présente les résultats de l'année dernière. Et puis pour cette année, écoutez, il y a une méthode très simple. Faites un don, c'est encore la méthode la plus basique. Mais si vous voulez avoir un peu de plaisir en le faisant, n'oubliez pas que le 26 novembre, nous avons une initiative nous avons déjà eu il y a 1 an et demi, qui a eu un gros succès. Donc il y a le 26 novembre, vous avez reçu un mail là-dessus, il y a un dîner, ce qu'on appelle le dîner de solidarité, qui se passera à Georges, à Beaubourg, qui va être précédé d'une visite privée de l'exposition surréaliste dans l'enceinte de Beaubourg. Et c'est un dîner dans lequel l'ensemble des fonds récoltés, y compris pour le dîner et pour les ventes aux enchères qui va suivre dans le dîner, bénéficieront à 100% au Fonds des Amis de l'École haïtienne et financeront tous ces beaux projets. Dans la vente aux enchères qui va avoir lieu pendant ce dîner, on vous prépare quelques beaux lots, comme il y en a eu quelques il y a 1 an et demi, et on va essayer surtout de proposer des expériences assez sympathiques, et pour ceux qui ne pourront pas venir au dîner, on va ouvrir ce qu'on appelle une enchère silencieuse, donc 10 jours avant, vous aurez la possibilité d'enchérir, que vous soyez au dîner ou pas, jusqu'à la fin du dîner, sur des petits lots, des autres lots. Donc même si vous voulez mettre 10, 20, 50 euros, vous pourrez quand même partir avec quelque chose, si vous trouvez quelque chose à votre goût. Mais d'ici là, inscrivez-vous sur le site de l'école pour le dîner sur l'été, le 26 novembre, et la transition toute trouvée, le dîner, le buffet. Bonne soirée. Merci beaucoup.